Venez, on mette la vidéo de Willan. Let's go, hein. Si Dany Eraz arrive, tant pis, hein. On fout, hein, c'est bon. Bon, Macron n'aime pas la France. Déjà, on va commencer par bonjour en fait, hein, au passage. Comme vous y allez. Je pense qu'il mène une politique en tout cas. Alors, rappelle qui est ce gars. Moi, je l'ai découvert quand il a fait... c'est une chaîne qui a pas beaucoup de... D'ailleurs, allez voir hein, sa chaîne. C'est sympa en vrai ce qu'il fait. Il avait fait une vidéo... elle était où? Sa vidéo là? Où il parle du fait qu'il était matrixé par le Raptor et tout ça. Ah oui. Quand Internet m'a presque fait voter Zemmour. Donc en fait, c'est ça qui me fascinait. C'est pour ça que j'ai maté l'autre gars là. C'est que c'était le même type de vidéo. Sauf que lui, c'était une vidéo de 47 minutes. Qu'elle était bien détaillée. Et ouais, il y avait pas mal de gens qui l'avaient maté à l'époque. Donc depuis, je regarde un peu de temps en temps ce qu'il fait. Et là, en vrai, le titre m'a plu. Je me suis dit, ok, j'ai envie de voir. Qui ne respecte pas les Français et la France. Et bon, c'est difficile d'étayer un avis comme ça, hein. C'est à peu près comme si vous me demandiez d'expliquer pourquoi je déteste Yann Barthès. Simplement... D'ailleurs, très très bonne vidéo, j'ai trouvé celle les Lumi là sur Yann Barthès. Très bien. Faut rappeler quand même que leur travail il est utile vis-à-vis de l'extrême droite, quand bien même on n'aime pas. La politique extrêmement droitière qu'il mène, ses sorties extrêmement méprisantes et son petit air de moi j'ai raison un peu technocrate, me donne vraiment la sensation qu'il s'aime lui et son petit milieu bourgeois beaucoup plus qu'il n'aime la France. Et le problème c'est que y a des gens qui s'en sont rendus compte de ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'extrême droite existe. Il y a une partie de la population qui ne se sentant pas entendue, écoutée, tout ce que vous voulez, s'est réfugiée dans un certain nombre de discours de droite conservatrice, qui elle au moins assument d'aimer la France. Chose que Macron ne ferait plus et que la gauche aurait complètement abandonné. Et c'est intéressant parce que ça repose... Ça va être quoi ça take? Ça va être de dire, ok, mais la France, elle est ce qu'elle est, et du coup ils aiment pas la France, parce qu'ils aiment pas ce qu'elle est devenue, donc ils aiment pas les Français, ils aiment pas le peuple. Sur une espèce de mépris. Ils pensent à un essentialisme du peuple, c'est ça, non? Pour les élites, que à titre personnel, j'attribuerais pas directement à la droite en fait. Et pourtant, en nommant la reproduction sociale, en nommant l'élitisme, en nommant toutes ces questions-là, on se retrouve non pas à gauche, mais à l'extrême droite. Donc la question se pose quand même, est-ce que le camp national, comme on l'appelle, défend mieux les Français que les autres? Et pourquoi non, du coup? Bon, c'est bien beau tout ça, j'ai parlé de camp national, j'ai parlé d'extrême droite, j'ai parlé de conservatisme, j'ai parlé de nationalisme. C'est quoi exactement l'extrême droite? Parce que c'est de ce terme-là qu'on va partir. Alors c'est un terme qui est un peu flou, un peu vague, qui peut être assez large. C'est la droite extrême. Largement débattu, c'est littéralement un stigmate, donc c'est pas étonnant que la droite ne s'en réclame pas. On va appeler ici extrême droite tous les partis politiques dont les thèses reposent en premier lieu sur les questions d'identité nationale et de défense de cette identité. Alors je comprendrais que tout le monde soit pas d'accord. À la base, l'extrême droite, à la base des bases, c'est vraiment les monarchistes, hein. Avec cette définition du terme extrême droite et... C'est ceux qui sont restés monarchistes, non? C'est ça? On peut dire ça? Si on base la base des bases de ce qu'est la gauche et la droite sur le fameux truc du roi, je sais plus qui là, qui a dit mettez-vous à gauche ceux qui sont pas contre. Mettez-vous à gauche ceux qui sont contre la royauté, ceux à droite ceux qui sont pour. Et il y a eu les monarchistes, mais après l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des gens de droite qui ont dit ok, on veut plus du roi, mais on veut tel système. Et il y en a d'autres qui sont restés monarchistes et compagnie. C'est raccord. Ouais, j'ai l'impression que l'extrême droite pendant très longtemps ça a été les aficionados de l'ancien régime. Et maintenant c'est autre chose, mais... On peut en débattre. En tout cas, c'est ceux qui sont pour un ordre établi, violent, sans concession, pour l'imposition d'un ordre établi. Enfin, bref. On pourrait probablement plus précisément parler d'identitaires. Maintenant, bon, c'est moi le youtubeur, hein, faites-moi confiance, les identitaires détestent les Français, personne n'est là. On va parler d'extrême droite, ok? Donc me faites pas chier. Je vais revenir donc à ma question, pourquoi est-ce que les identitaires... Oui, c'est vrai, ça dépend du courant, ouais. L'extrême droite, ne défendent pas mieux les travailleurs que les autres? Le salaire net est trop bas et le salaire brut est trop élevé. C'est déplorable pour la compétitivité. Bon, alors là, je vous ai mis Zemmour, hein, c'est facile. Sur le plan économique, il a le même programme que Macron. La même idéologie profonde. Il est totalement en accord avec la réforme des retraites. C'est ma réforme.
C'est-à-dire que moi j'avais dit 64 ans et j'avais dit un index pour les seniors. Dans le même style, il veut aussi alléger l'impôt sur la fortune immobilière, qui est le petit frère de l'impôt sur la fortune classique. Vas-y, bouge de là, toi. Pourquoi le mec spam? Supprimé par Macron, il milite Vraiment, hein. Mais oui, je sais pas, faut se faire chier, quoi. activement depuis un petit moment maintenant pour la privatisation de France Inter. Regarde son buzz. Tueur de LGBT. Waouh, c'était donc pour ça qu'il a spammé. Waouh, putain, j'ai envie de me tuer. Pff, putain, ah, je suis en... Là, je tremble le chat, là. Là, je tremble, là. J'ai besoin d'aide, là. Pause. Ah, la charge mentale était un peu lourde, là. La pression redescend. Voilà, j'ai mis un petit message sur le Discord pour dire que j'ai eu besoin de soutien. En fait, j'ai besoin de soutien. Dans les moments comme ça, j'ai besoin de soutien, en fait. J'ai besoin de soutien, en fait. Oh là là, mais spammez pas à 36, c'est bon! Les gars, vous êtes trois puceaux sur un putain de Discord! Ah, vous êtes 3 puceaux sur un Discord! Faites mieux! C'est trop... Ça me désespère. Soyez plus créatifs. Si vous voulez être chiant, soyez plus créatifs, je sais pas. Merci Vareta. C'est fascinant, quoi. Pas la réforme de France Inter, la privatisation, hein, avec tout ce que ça peut rappeler sur les mauvaises expériences des autres pays qui ont déjà essayé de faire ça. Et puis Éric Zemmour est globalement assez hostile aux aides sociales. Enfin, Éric Zemmour, son parti de manière générale, ils ont le même discours que la droite macroniste et que la droite historique LR quand ils parlent d'État nounou. Dans notre pays, sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a 575 euros pour la dépense sociale. 7 euros pour la justice, 23 euros pour... Mais en fait, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que les prolos qui votent Marine Le Pen, quand tu discutes avec eux du volet social, est-ce qu'ils sont vraiment genre débiles ou est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce que c'est vraiment des Yankees? Enfin, je sais pas. Je me demande vraiment, quoi. Je me demande vraiment. Oh là là, et ça balance un bot qui se... Oh, fatigant, gros. Au moins, ils sont créatifs. Au moins, ils ont un bot pour follow la chaîne. Casse les couilles. La sécurité. Donc évidemment, aujourd'hui, l'État nounou, si je puis dire, dévore l'État régalien. En conséquence de quoi, quand il dit vouloir défendre le pouvoir d'achat des Français, c'est sur ça qu'il travaille. Alors ça avait fait un petit peu de bruit au moment où il voulait supprimer toutes les... Ils s'en foutent à partir du moment où ça tape sur les Noirs et les Arabes, en gros. Oui, mais je sais pas, mais quand tu leur dis qu'il faut quand même constater que sur le volet social, c'est comme Macron et tout ça, je sais pas, ils en pensent quoi? Les Arabes nous volent notre argent et on leur donne trop d'aide. Oui, ok, mais... Enfin, je sais pas, ça me paraît léger. En fait, j'ai pas envie de les prendre pour des cons. J'ai envie de me dire qu'ils croient vraiment au volet social et qu'ils vont pouvoir développer des arguments en dehors du racisme, en fait. Le discours est fait que pour quand ils écoutent, ils s'identifient. Ouais, en fait, est-ce que c'est juste qu'ils se contentent de s'identifier et rien de plus? S'il y a moins de pauvres, il y aura plus d'aide pour nous. Bah après, leur logique, c'est un peu ça. S'il y a moins d'Arabes et de Noirs, il y a moins de pauvres. Et du coup, il y a plus de travail pour les pauvres blancs. Et il faut leur annoncer quand même qu'ils vont faire les tafs que d'habitude, ils refusent. Hein. C'est eux qui vont faire les ménages. C'est eux qui vont ramasser les ordures dans la rue. Hein. Les aides non contributives aux étrangers sur le territoire, ça représentait selon lui 20 milliards d'euros, il me semble que le chiffre était faux, mais cette volonté de ne pas intervenir, elle ne se lie pas que quand il faut... On les fait déjà, oui. Mais il y a pas mal de blancs qui peuvent essayer de... Ils veulent pas, quoi. Transcrire une politique discriminatoire de préférence nationale. Par exemple, Éric Zemmour a parlé hier du pouvoir d'achat des ménages, et les ménages généralement de classe moyenne, c'est ceux-là qui visent, comme il le fait tous les mois, le 16. Et pourquoi il le fait le 16 de chaque mois? Parce que c'est la date à laquelle l'État vous prend tout, selon Éric Zemmour. Alors je connais pas sa méthode de calcul, mais en gros, son argument c'est de dire, regardez tout ce que votre entreprise doit payer pour que vous puissiez travailler, regardez tout ce que vous avez à payer pour que vous puissiez travailler,
Tout ça, ça va dans les caisses de l'État et ça représente la moitié de votre salaire. Donc de manière générale, son discours, il se concentre sur les Français qui bossent, et il attaque de manière extrêmement franche les Français des aides sociales. Alors je sais qu'il ne lutte pas Oui. directement contre les aides sociales, en tout cas c'est Ouais, pas... juste après le salaire Twitch. Ben non, mais en fait, on est payé le 15 ou le 16 en général, c'est ça. D'ailleurs, Ilias, t'as été payé ou pas? Si t'es encore là. C'est bon, t'es débloqué là? C'est bon ou pas? pas une énorme partie de son discours, mais il y a un moment donné, à force d'assécher les caisses de l'État, de parler constamment des déficits en plus, hein, il parle beaucoup des déficits, bon, faut pas se foutre de ma gueule, au bout d'un moment, ça va se retranscrire sur les aides, alors il faudra voir lesquelles, mais quand même. La défense du peuple par Éric Zemmour repose sur une critique systématique de l'État qui distribuerait mal l'argent, là où il ne pose jamais la question des salaires qui sont versés par les entreprises. La vraie question, c'est celle des inégalités de salaire, parce qu'elles représentent beaucoup plus que cette espèce de déséquilibre du simple au double, parce qu'elles ne servent à rien. Le fait que les patrons touchent plus que leurs salariés, ça n'a aucun intérêt économique, à la différence évidemment des impôts qui ont un rôle dans la société. En bref, c'est une imposture qui en plus s'inspire Oui, la plus-value. de mon discours. Cet argument de oui, à partir du 16, vous travaillez Putain, je commence à être une gauchiste saoulée. pour l'État, la moitié de votre salaire ne vous revient pas. C'est à peu près mot pour mot ce que dit Olivier Besancenot quand il critique les super profits. Donc économiquement, c'est Macron, en fait. Économiquement, c'est Macron. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que quand vous regardez son discours, il assume complètement de vouloir faire, entre guillemets, se rencontrer la bourgeoisie et les classes populaires. Alors, c'est pas un problème, hein, moi je... Autour de l'alliance raciste. Oui. Par contre, le vivre ensemble, C'est incroyable, hein? Ou rien. Hein. il y a pas de souci. Le truc, L'alliance, comment elle dit déjà? Ethno-raciale? Non, comment elle dit? Capitalo-raciale, je sais plus comment elle dit, dans le dernier bouquin. Là. c'est que deux Le pacte ethno-racial, je sais plus comment elle dit. populations avec des intérêts... Ethno-économique? J'ai envie de réouvrir le bouquin. Le pacte racial? Juste, c'est ça? Ouais. Un problème, hein, moi je... par contre, le vivre ensemble, il y a pas de souci. Le truc, c'est que deux populations avec des intérêts aussi diamétralement opposés... Ouais, le pacte racial, au final, c'est un peu cette idée que dans toutes les tensions que sous-jacentes au capitalisme, à partir du moment où tu produis une hiérarchie où les pauvres blancs chez toi, tu leur montres que quand même globalement ils sont chez eux et ils s'en sortent mieux que le reste du monde où les gens se font exploiter, où il y a la guerre et compagnie, ils vont être prêts à concéder au fait d'être exploités. Et donc globalement c'est une manière de réunir la bourgeoisie avec ses prolos. Et c'est un truc qui a pu fonctionner, alors plus ou moins, mais pendant la colonisation. Le problème, c'est que les masses n'étaient pas forcément éduquées à l'état du monde. Donc en fait, quand bien même elles avaient un privilège, elles n'avaient pas forcément conscience que dans les colonies, ça trimait beaucoup plus que chez eux. Et puis globalement, dans les usines, ça a quand même pas mal trimé. Ça essayait pas de mettre en place forcément ce pacte-là. Les syndicalistes, on les tuait à coups de fusil, hein. C'était pas mieux sur certains aspects. Mais c'était quand même un certain privilège, parce que quand ils allaient faire des courses au marché, ils bénéficiaient eux aussi de produits dus à la colonisation, quoi. Il y avait du thé chez les Britanniques, il y avait du chocolat, il y avait toutes ces choses. Donc c'est quand même un luxe dont profitaient même les blancs les plus pauvres du pays. Mais après, ils étaient quand même sacrément pauvres. Hein. Enfin, quand tu prends les Anglais, le lumpen anglais de l'époque ouvrière, là, c'est le fond de chiotte. Hein. Vraiment, c'est les Gollum qui errent dans la basse ville. Hein. Voilà, hein. C'était ça l'époque victorienne. Bloodborne n'avait pas tort. Hein. Bloodborne n'avait pas tort. Hein. Je pense que les bas-fonds de l'Angleterre à cette époque-là, c'était un peu Bloodborne hein, quand même. Bref. Mais, où est-ce que je vais en venir avec ça, bordel? Pardon. Je me suis perdu. Oui, le pacte racial, oui. Bah oui. En fait, pour que le capitalisme ne soit pas questionné dans sa structure injuste, au final, tu peux créer une tension autour de la question raciale, quoi. Oui, de toute façon, vous le savez, je sais pas pourquoi je vous le répète, mais je suis une streameuse, j'avais besoin de parler. Qui votent pour la même personne. Me prends pas pour un con non plus. Donc Marine Le Pen est plus facilement perçue comme le camp du peuple. Mais c'est pas parce que c'est plus discret que c'est moins méprisant. Je vais pas me baser sur son discours pour le coup. Oui, ce qui est méprisant, c'est la vision du peuple que ça suggère. Et après, moi, j'ai presque envie de dire que
les prolos qui s'identifient à ça, ils se méprisent eux-mêmes un peu. Ils se méprisent eux-mêmes. Au bout d'un moment, respecte-toi. Arrête de convenir à cette putain de vision du beauf. C'est bien de dire le beauf, mais t'es plus que ça, gros. Du coup, je vais me baser sur ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a voté à l'Assemblée nationale avec ses 89... Je veux dire, respecte-toi. Au bout d'un moment, t'es pas juste un trou du cul dont on peut réduire l'image au fait de boire du pinard, manger des saucisses et regarder la télévision. Enfin, c'est... lieutenant. Ou plutôt ce qu'elle n'a pas voté. La hausse du SMIC, l'allocation étudiante universelle, le rétablissement de l'ISF, elle a même en partie milité contre la loi dite anti-squat, qui en fait est une loi anti-locataire. Oui. Ça veut pas dire qu'elle s'en fout des pauvres, hein. Ça veut dire qu'elle les défend comme Macron essaye de les défendre. Par le mérite. C'est par exemple ce qu'elle fait quand elle dit qu'elle va donner une prime, avec de l'argent public, aux jeunes qui ont un job étudiant, plutôt que de soutenir une Oui, en fait, c'est ça. Et des fois, je me projette un peu et je me pose la question. Imaginons demain, c'est effectivement vraiment le pire des scénarios, hein. L'extrême droite passe, elle renvoie tous les arabes et les noirs. On se retrouve dans une expérience sociale où il n'y a plus que les blancs. Alors du coup, il faut mettre quand même les blancs à faire tous les tafs ingrats que les noirs et les arabes pouvaient faire. Globalement, il y a une première réaction, c'est voilà, on a besoin d'eux pour ces tafs-là. Et vu qu'on a besoin de gens pour ces tafs-là, on a besoin d'une classe pauvre qui a besoin d'être flexible et on veut garder un chômage structurel pour pouvoir globalement continuer de les embaucher dans des tafs de merde. Mais qu'est-ce qui va se passer ? D'un coup, ils vont dire « Ah là là, mais nos situations se sont pas améliorées ». Il y aura un nouvel imaginaire qui risque d'émerger. En mode « Eh ben regardez, nous on a fait tout ce qu'on a pu pour vous. On a viré les Noirs et les Arabes, on vous a donné ce que vous avez demandé sur un plateau. Maintenant vous êtes dans un état ethnique et parfait. Et bah si vous êtes des petites merdes dans cet état-là, et bah c'est votre faute. » Et du coup ça devient les nouveaux... Enfin, en fait, des fois je me pose vraiment la question de quelle serait la mutation d'un état fasciste ethno-racial qui arriverait à terme. Comment elle reformule, comment à partir d'un état propre, dans le sens ethnique, dans leur imaginaire, elle reformulerait à nouveau un discours qui justifie les inégalités sociales qui vont continuer d'exister, parce qu'on sort jamais du capitalisme et qu'il faut que ces inégalités existent pour que le capitalisme fonctionne. Je me demande comment le glissement entre la structure raciste du discours qui lui permet d'exister passerait vers une hiérarchie sociale méritocratique à propos des blancs. Ça crée, en fait, ils auraient presque besoin de créer des castes de blancs. Ou alors peut-être qu'ils trouveraient un nouveau critère pour justifier, d'un point de vue essentialiste, le fait qu'il y ait des blancs qui réussissent pas et d'autres oui. Je me demande comment ils feraient. Ils comprendront enfin que la douille, c'est le commerce et pas leur fantasme racial. Ouais, il sera un peu tard, hein. Ils auront tous du sang sur les mains, hein. La fin, c'est un peu la Corée du Nord, non ? Oui. Position presque communiste de la France Insoumise, son soutien à elle, il va pas vers tous les jeunes, mais vers ceux qui travaillent. Par contre, supprimer les impôts pour les jeunes de moins de 30 ans, c'est partout pareil, cherchez pas à comprendre. En fait, elle adhère au même constat qu'Éric Zemmour. Tout le monde... Oui, ça c'est bizarre, attendez. Pourquoi l'exonération d'impôts des moins de 30 ans est une fausse bonne idée ? Elle veut exonérer les Français de moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Mais c'est débile, genre c'est en mode on cotise. C'est pas juste des impôts, c'est une cotisation. Ça nous revient. Pourquoi ne pas faire payer les jeunes ? Je comprends pas. En fait, elle adhère au même constat qu'Éric Zemmour. Tout le monde sait que dans ce pays, il y a une pauvreté gigantesque. Et pour lutter contre cette pauvreté, il y a deux bouts par lesquels prendre le problème. J'en ai déjà un peu parlé. Dire que c'est de la faute de l'État parce que il capte une partie beaucoup trop importante. Ah, c'est les riches. L'impôt sur le revenu. Ah, moi je m'y retrouve pas. C'est que les riches, l'impôt sur le revenu. Ah ouais, c'est en mode nos jeunes fers de lance, on va pas leur faire payer d'impôts, comme ça va devenir des petits Bolloré, quoi. Haute classe moyenne riche, ouais. Quoi, tu confonds impôts et cotisation. Ah, une merde. Ouais, c'est en mode on va créer des jeunes Bolloré comme ça, quoi. Ils seront complètement libres d'être trop forts, quoi. T'as rien capté, mais oui. Oh là là. Gigantesque.
Et pour lutter contre cette pauvreté, il y a 2 bouts par lesquels prendre le problème. J'en ai déjà un peu parlé. Dire que c'est de la faute de l'État parce que il capte une partie beaucoup trop importante de l'argent en circulation et que donc l'argent qu'on n'a pas, en fait, il est dans les caisses de l'État à Bercy avec Bruno Le Maire. Et il y a une deuxième théorie qui consiste à dire que, ah non, en fait, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui, en captant la valeur ajoutée produite par les travailleurs, s'enrichissent, font des marges absolument aberrantes, et accumulent, elles aussi, beaucoup trop d'argent sur la base du travail, pour que les gens en bas puissent vivre. C'est les deux grosses analyses qui coexistent. Et le clivage, on peut le résumer extrêmement facilement. Oui, après Marx, il a dit qu'il s'était trompé, notamment sur cette analyse. Au début, le Marx, un peu des débuts, il avait cette analyse de dire le problème du capitalisme, c'est que il tendra toujours à ne laisser aux travailleurs que le minimum nécessaire pour sa survie. Donc dès qu'il y a une inflation, il est dans la merde. Mais en fait, en soi, non, c'est faux. Le capitalisme, il crée des strates. Alors effectivement, les travailleurs au plus bas de l'échelle, ils sont dans cette situation. Mais pour se protéger, le capitalisme, il crée des strates de niveau de revenu pour produire une notion de consentement dans la population et faire en sorte qu'il ne soit pas le seul flic de ses intentions, mais que les différentes strates mieux nourries puissent se comparer aux plus pauvres qu'elles et se faire l'agent, presque par biopouvoir, de l'idéal capitaliste en mode vous l'avez cherché et du coup croire à la méritocratie. En créant un monde comme ça, c'est bien plus facile que de mettre tout le monde à un salaire de merde et voilà. On a besoin de créer de différentes strates, de créer une pyramide, quoi. Le néolibéralisme et les classes intermédiaires, c'est la baise. Bah ouais. On a une politique anti-État de droite, soit on a une politique anti-milliardaire valeur ajoutée de gauche. Et comme on a pu le constater, évidemment... Ultra intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ça a été une mutation du capitalisme. Ça veut dire que quand on prend le travail à l'usine à l'époque de Marx, oui, effectivement, les premiers capitalistes, enfin surtout de l'époque, c'était pas les premiers, mais c'était des premières grosses expériences de capitalisme avec les usines, n'ont pas fait attention à cette notion. Pour eux, globalement, tant qu'il y avait les armes, la police, le pouvoir derrière toi pour faire régner l'ordre, tu t'en foutais. Tu faisais travailler tout le monde à un salaire de merde, tes ouvriers tous à la même enseigne, ils habitent dans des corons, tu les fous dans des mines et puis basta. Non, en fait, tu as besoin d'une hiérarchie parce que sinon, c'est comme ça que le communisme s'est mis à se développer. C'est comme ça que le sentiment de commune, en fait, de faire partie d'un sort commun chez les ouvriers, a développé une sensibilité forte au communisme. Je pense que précisément, toute la société tertiaire, même Hugo Décrypte qui avait fait un truc sur les bullshit jobs récemment, même la notion même de ce que le gars du bouquin appelle les bullshit jobs dans les travaux de bureau, le fait d'être payé à faire pas grand chose, mais d'avoir la sensation d'avoir un poste de responsabilité et d'être mieux payé. Et en fait, ce qu'on t'offre, c'est juste la sensation d'être à un poste de responsabilité. Finalement, on fait de toi un agent qui croit au capitalisme parce que tu as l'impression d'avoir mieux sorti ton épingle du jeu que le reste de la population. Donc tu te fais le défenseur du patron sans que le patron ait besoin de te le demander. En fait, tu défends le système patronal et tu défends l'exploitation et tout ça. En fait, le capitalisme a besoin de ses strates. Mais je pense que ça, c'est un truc qui s'est fait au fur et à mesure des expériences des grands propriétaires et de leurs usines et tout ça. Ça m'intéresse. Je pense, par exemple, une des questions qu'il faudrait creuser, c'est à partir de quand on commence vraiment à avoir des contremaîtres dans les usines. À partir de quand et à partir de quel discours on juge que c'est vachement utile d'avoir des superviseurs dans les usines et à quel point on développe l'utilité de leur présence. Bref. Mais j'ai pas lu le Capital de Marx. Peut-être qu'il en parle, Marx, dans le Capital. Après, ça a l'air long et chiant quand même. Moi, je me contente du manifeste, là, c'est bien. Milliardaire, valeur ajoutée, de gauche. Et comme on a pu le constater, évidemment, Zemmour et Le Pen défendent la solution anti-étatique, un peu libérale. L'une et l'autre sont des manières de lutter contre la pauvreté. Maintenant, moi, il y en a une des deux que je trouve clownesque, pour la simple et bonne raison que, en fait, l'État... En 48, depuis les grandes manufactures, c'est pas dans ça qu'il faut chercher. Ah ouais ? On en fait ce qu'on veut.
C'est avec nos lois, nos représentants, qu'on décide de quelle population est imposable, quelles sont les rentrées d'argent de l'État, à l'inverse d'une entreprise qui structurellement fait des bénéfices et est construite pour que tout l'argent arrive au sommet de la pyramide. Les rentrées d'argent de l'État sont décidées par la députation. En ce sens-là, on en fait ce qu'on veut. Et qu'en ont fait les gouvernements libéraux économiquement depuis 20-30 ans, ils ont réduit successivement la participation des plus riches. L'enjeu de la suppression de l'ISF, l'enjeu de tous ces trucs-là, c'est baisser les rentrées d'argent de l'État qui viennent des plus riches, de ceux qui ont le plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé donc? On a remplacé par l'IFI, qui est une taxe qui vise les moins riches des plus riches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, mais les taxes de manière générale sont beaucoup plus dirigées vers les classes moyennes. Les classes moyennes donc payent plus d'impôts, mais le problème c'est que ça ne compense pas, en fait, les caisses se vident petit à petit, parce que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire, moi, on me retire 1000 €. Ça va me toucher profondément, là je suis dans la merde, tu me retires 1000 €, je suis dans la merde. Tu prends Bernard Arnault, tu lui retires 10 milliards. Ça lui change rien. Enfin, ça lui change rien. Ouais, bon, voilà, ça lui met le seum, symboliquement. Force Toufik. Et par rapport à ce qui se passe quand on prend à moi 1000 €, il va s'en remettre. Bon, vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris mon argument. Le truc, c'est qu'on a pris la décision de me retirer 1000 € plutôt que de retirer 10 milliards à Bernard Arnault. Conclusion, les impôts sont plus importants, on a la perception que l'État nous prend plus, et que donc... Oui, et puis ça paraît injuste, enfin c'est... Bon bref. En fait, je sais pas, c'est... Moi, mais comme d'habitude, hein, l'extrême droite se traduit par un sentiment d'impuissance. En fait, ça me fascine qu'ils soient pas capables d'identifier les acteurs politiques comme pouvant être des alliés immédiats des grands entrepreneurs, des grandes compagnies, de ce qui fonctionne en France. Des grands industriels et tout ça. C'est ça qui me fascine un peu, ça veut dire pourquoi ils sont capables de croire que c'est le cas pour la Macronie et tout ça, et de croire que c'est pas le cas pour l'extrême droite. Moi, à la limite, je fais plus confiance à un mec un peu raciste, mais qui finit par me dire à propos de la politique, de toute façon, tous pourris. Que je veux bien croire son imaginaire raciste, il est sensible à ça. Mais le fait qu'ils me disent que c'est tous pourris derrière, ça me rassure en fait, parce que je me dis, bah oui, t'es pas bête, t'as quand même conscience que même ceux qui jouent sur tes affects racistes, globalement, ils vont te baiser quand bien même ils te proposent un état ethniquement propre ou un truc comme ça. Ça me rassure en fait. En fait, moi, ce qui me rassure pas, c'est les gens qui, carrément, croient vraiment que le FN, le RN, c'est vraiment leurs alliés dans l'équation économique. Que vraiment, ils vont se donner corps et âme pour faire en sorte que tout le monde vive bien. C'est bizarre, en fait, d'y croire. Sur quelle base ils te promettent ça? Ils te promettent pas ça. Ils te promettent juste d'être raciste. En fait, on va vers un État qui ne finance que des forces répressives qui agiront contre les classes laborieuses et qui seront les seuls à financer ces États. Bah oui. Et puis, désolé, vous voulez plus de flics dans la rue, mais le jour où il n'y en aura plus d'Arabes et de Noirs, il y aura toujours autant de flics dans la rue. Et il faudra bien qu'ils tapent sur quelqu'un. Hein. Qu'il est riche parce qu'il nous prend beaucoup de... Ce sera pas... vous ferez taper dessus, quoi. Qu'on a, alors qu'en fait, il s'appauvrit. Inévitablement, il s'appauvrit. Parce que pour rattraper les impôts d'un Bernard Arnault, pour rattraper les 10 milliards là dont je parle depuis tout à l'heure, il faut 1 million de gens comme moi à qui on prend 1000 €. Et c'est un Bernard Arnault. Voilà la raison pour laquelle ça marche pas. Les inégalités de salaire sont tellement importantes que même si on prend beaucoup aux plus pauvres, ça n'arrive pas à la cheville de quand on prend un peu aux plus riches. Donc en fait, la perception de l'État riche, etc., elle vient de la mauvaise répartition, elle vient des exonérations d'impôts qui sont faites chez les plus riches. Voilà pourquoi c'est clownesque ça. Et des gens comme Zemmour, au lieu d'essayer de régler le problème, attaquent les chars. En vrai, il explique bien, hein. Ouais, c'est bien. Donc sur le plan économique, pour défendre les Français, la théorie qui a... Je l'aime bien ce gars, franchement, je trouve que... En fait, c'est tout l'inverse de l'autre gars. C'est-à-dire que là où... Ce mec-là a fait exactement la même vidéo pour dire pourquoi il a expliqué comment il était d'extrême droite, Pipeline, Raptor, Zemmour à une époque. Et que finalement, maintenant, on le voit faire ces vidéos un peu de gauchistes vulgaires. Bon, après, si ça partait de moi, ce genre de vidéo, c'est bien, c'est de gauche, j'aime bien. Mais il y en a plein qui les font et il faudrait apporter un truc en plus, parce que sinon, on se fait un peu chier. Après, c'est parce que je suis streameuse et que c'est du contenu pour moi. Mais je trouve qu'il y a une valeur ajoutée qui manque, qui ferait que son contenu pourrait péter aussi. Mais, comment dire mais c'est bien, c'est tout l'inverse en fait. Là où l'autre, c'est une espèce de flexeur qui parle d'histoire de cul, et qui est low-key raciste, parle d'africaine, là, waouh. Visiblement, c'est ah non mais il faut supprimer les impôts, comme ça les gens qui travaillent gagneront beaucoup plus,
leur pouvoir d'achat va augmenter, et quelque part, tant pis pour les autres. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je dis que Macron n'aime pas la France. L'extrême droite, qui soi-disant a le courage de porter la voix du peuple français, ne le défend pas face à ses capitaux privés. Des capitaux privés qui se saisissent d'une partie de son salaire, et qui, contrairement à l'État, n'ont même pas le mérite d'en faire profiter la collectivité. Je dis pas que c'est simple de régler ce problème, évidemment, mais pour des gens courageux, défendre autant le statu quo et défendre aussi peu les personnes les plus pauvres, on se fout de notre gueule, là. Donc quand on dit que l'extrême droite défend la vie des Français et de la France, ça peut être intéressant de se demander quels Français ils défendent. Quelle France ils défendent plus largement. Tout le monde réécrit l'histoire, Ah bon cher Sonia. Mais oui, Tout le monde réécrit l'histoire. Quel blanc, surtout. bien sûr, parce Alors, que c'est les grave, historiens... Mais parlons-en. non, mais... Bon, évidemment que l'histoire de France ne se Parce que résume... là, quand tu dis les Français, quelle France, quel Français, bah, tu restes dans l'imaginaire de les Français, ça peut être ceux qui ont la nationalité française, du coup. Là, il faut rentrer un peu dans l'art, on parle de blanc, quoi. Allons dans leur imaginaire raciste, on parle de blanc, on parle pas de Français. pas à un récit, il y a toute une pléthore de lectures, de grands hommes, de flux, etc., qui sont expliqués et instrumentalisés par les partis politiques de manière extrêmement différente. Et vu que j'en ai évidemment rien à foutre d'Antoine Léaumont, on va se C'est pencher... le droitard qui se gauchise, il me fait gaulerie. Je suis même pas d'accord, c'est même pas un droitard qui se gauchise. À ce stade, pour faire une vidéo comme ça, il a il a des bases quand même solides. Après, peut-être qu'il découvre un peu le sujet, mais en tout cas, il le taffe. On est d'accord avec ça. sur la manière dont l'extrême droite se raconte l'histoire. Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays des chevaliers. Hein. Oh, pourquoi il y a Arcade? Pays des chevaliers, hein. C'était tous des voyous. Hein. De Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. On a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Le pattern, on le voit très bien, hein. On s'intéresse à l'histoire par Clovis, par le général de Gaulle, par toutes ces figures, plus que par le peuple. Et pourtant... Eh oui, la gueule des chevaliers, c'était des mecs, on leur donnait un bout de pierre, ils avaient 5 mètres carrés pour vivre dedans, s'ils faisaient des gosses, ils partageaient les 5 mètres carrés à plusieurs, et leur seule perspective, c'était prendre une épée, complètement bourrée, là, essayer d'aller se battre contre un autre mec pour essayer d'avoir une baraque un peu plus grande. Et globalement, ça a tellement fait chier le pouvoir au bout d'un moment qu'ils ont créé les croisades pour les emmener s'emmerder ailleurs, quoi. Bon, bref. De ce que j'en ai compris, en tout cas, il y a un espèce de consensus général sur le fait que, bah en fait, il faut pas faire ça. L'histoire, ça Chevaliers, c'était pas des nobles. Bah, c'était des proto-nobles. vraiment en fait, si tu veux, un spectre mais très Il y avait des chevaliers qui tiraient mieux leur épingle du jeu, mais il y avait aussi beaucoup de chevaliers qui évoluaient pas spécialement dans la hiérarchie. Hein. très large. Et c'est ça qui est hyper important parce que souvent on fait de l'histoire des grands hommes, mais du coup on en oublie toutes les autres strates de l'histoire. Dans le cadre d'une histoire Le chevalier est un noble, mais oui, mais ça peut être potentiellement un noblion. Tout ce qu'il a, c'est un titre. Tout ce qu'il a, c'est un titre. Il a un lopin de terre ridicule. Il a 3 péons qui lui rapportent du pain. Le mec se fait chier. C'est pas un mec qui est spécialement bien valorisé auprès du seigneur. Il s'emmerde. Il a tellement pas de thunes que des fois, il va s'acoquiner avec des gens pour aller détrousser des marchands au bord de la route. Il essaye de se battre dans des espèces de foires, là, des trucs de chevaliers. Et globalement, il est un peu nul. Et puis un jour, on l'envoie en croisade en mode bon, allez, ton salut, c'est Dieu. Allez, salut. Hein. Voilà, il y avait plein de chevaliers, c'était ça. Hein. Les titres de noblesse, c'était pas forcément être à la cour dans une armure toute brillante, voilà. Ça peut te faire comprendre que le blanc et le noir ça n'existe pas, tu vois. Il n'y a pas de position tranchée. Le sujet, c'est pas uniquement les décisions qui sont prises par des grands hommes qui portent le destin de toute la patrie sur leur dos. Le sujet, c'est quel est l'imaginaire de la population, quelles sont les contraintes techniques de l'époque, comment politiquement se projette la population. Toutes ces questions-là qui sont généralement extrêmement vite balayées et qui pourtant permettent de comprendre de manière nuancée et précise les courants historiques. Et confond les chevaliers et les soldats. Mais non, je ne confonds pas les deux. C'est là que vous êtes matrixés. En fait, la guerre, au début, c'était les chevaliers et la piétaille. La piétaille, c'était les paysans et compagnie, ou artisans ou machin et tout ça, qui n'étaient pas des gendarmes. À la limite, quand ils avaient un peu de thunes, ils se payaient une petite épée, un petit bouclier. Comme ça, ils essayaient d'y aller avec un peu plus d'équipement que le paysan qui prend sa faucille et son marteau. Expression, voilà. Mais c'était la piétaille.
Et il devait s'acquitter d'un impôt militaire qui était de 40 jours. Et l'impôt, je sais plus comment, il s'appelait l'OST, OST, comme host politique. C'était l'OST. Et en fait, l'évolution vers ce qu'on appelle un soldat, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, vers le 14e, 15e siècle, qu'on a commencé à avoir des compagnies régulières et avec ce qu'on appelle des soldats. Mais il y avait quoi à l'époque ? Il y avait des paysans qui s'acquittaient de leur dette et qui allaient faire la guerre comme ça. Il y avait des gardes, il y avait la garde. Et dans ces cas-là, effectivement, ils étaient peut-être un peu mieux équipés, mais c'était quand même des sacrés prolos, les gardes. Et il y avait les chevaliers. Et les chevaliers, c'était des noblions. Ils avaient des titres parce qu'ils avaient participé à une guerre, ils avaient remporté des succès. Et ils étaient, généralement, ce qui les distinguait, c'était le fait d'avoir un cheval. Rappelle que le coût d'un cheval, à l'époque, c'est 8 ou 9 vaches. Ça coûte cher, un cheval. C'est-à-dire que le gars, des fois, c'est juste aussi un péon. Mais la seule différence, c'est qu'il a un cheval. Et du coup, il est valorisé dans la société. Un cheval, ça coûte cher. Hein. Il y en a pas, ça court pas les rues, quoi. On n'est pas chez les Indiens avec des troupeaux de chevaux partout. Hein. Moi, je prends les vaches directes. Bah oui, ça s'appelle la bourgeoisie. Ça s'appelle les propriétaires terriens. Il y en a, ils préféraient devenir des propriétaires, s'enrichir, devenir des petits bourgeois que être des guerriers, que être des nobles. Et il y avait une guerre de distinction. C'est-à-dire que le noble, il méprisait le bourgeois qui s'enrichissait sur l'aspect économique plutôt que de trouver des types de noblesse et d'aller faire la guerre. Et le bourgeois, il jouait la strate de devenir important dans une ville parce qu'il était propriétaire des moyens de production. Enfin, c'est l'apparition de la bourgeoisie, en fait. Bref. Et ça, l'extrême droite s'en bat les couilles. Eux, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment l'histoire bourrin du programme d'histoire-géographie de CM2, bien Clovis, bien Charles de Gaulle, bien Napoléon, en fait. Pour moi, le plus grand personnage de l'histoire de France, c'est Napoléon. À la fois par son parcours incroyable, petit... En fait, les gens, il faut vraiment garder en tête que notre société s'étant basée sur l'héritage des Francaliens, les Francaliens, c'était un peu l'image des barbares. Et en fait, dans leur hiérarchie à eux, il y avait un peuple qui travaillait pour eux. Et ensuite, c'était des potes d'armes. Et ils partaient ensemble faire un raid pour aller piller un endroit. Et donc, c'est comme ça, la chevalerie, c'est ça, en fait. C'est ceux qui avaient des chevaux, c'est ceux qui pouvaient partir, faire des missions, et ensuite, ils rentraient au bercail. Et globalement, le mode de fonctionnement, c'était le pillage. C'était pas la féodalité, à l'époque. Donc, en fait, on hérite de ça. On hérite de ces gens qui se partagent le butin d'un pillage et compagnie. Et en fait, les chevaliers, c'est l'héritage de ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ils sont devenus un peu propriétaires terriens. Il y en a qui avaient un peu plus de thunes, un peu plus de titres de noblesse, un peu plus d'espace, un peu plus de péons à leur service. Ils ont essayé de créer des murs. Globalement, ils ont remporté quelques escarmouches. Et c'est devenu des petits seigneurs locaux. Et c'est comme ça que la féodalité s'est installée. Mais la féodalité, au début, c'était quelques propriétaires terriens. Et le reste du temps, c'était Rust. Hein. T'avais des péons à poil qui essayaient à coups de gourdin, s'approprier un territoire. Et des fois, il y avait un roi qui passait par là et qui foutait le bordel. Enfin, bref. Oui, les nobles, à la base, c'est des brigands avec des chevaux, bien sûr. CM2, bien Clovis, bien Charles de Gaulle, bien Napoléon, en fait. Pour moi, le plus grand personnage de l'histoire de France, c'est Napoléon. À la fois par son parcours incroyable, petit, devenu empereur des Français, etc. Et aussi, la France est à son époque, à son sommet. D'ailleurs, Napoléon, parlons-en un petit peu. J'ai pas envie de revenir sur le fait qu'il a activement participé à relancer l'esclavage, c'est pas le débat. Enfin, un petit peu quand même. Mais le bilan de Napoléon, factuellement sur la France, bon, il est pas ouf, en fait. Il y a guère que son histoire personnelle, en fait, qui est inspirante et intéressante. Effectivement, il part d'à peu près rien. C'est sûr que c'est un grand stratège. On peut pas lui enlever ça. Il gravit les échelons petit à petit et il finit par avoir beaucoup de pouvoir. La bataille d'Italie, là, la campagne d'Italie, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé un peu, c'est trop bien. Stratégiquement, il est fort, le gars. Mais voilà, après, ça veut pas dire que, du point de vue social, ce gars est cool. Et c'est quelqu'un qui va pas avoir peur de se salir les mains, qui va être extrêmement opportuniste, qui va profiter de l'instabilité ambiante pour se faire une place au sommet du gouvernement français, et qui va faire un coup d'état. Il va enrôler 2,5 millions de Français pour aller faire la guerre, pour conquérir... Bah oui, d'où le fait que je parlais de l'état civil... Des gens qui se travestissaient pour pas aller à la guerre, les gens, c'était quelque chose quand même. Partie de l'Europe, ça va tuer des millions de gens en l'espace de 15 ans, des millions de Français aussi, hein, notamment. Il va être tellement investi dans ça que ça va faire prendre du retard économique et
en termes de développement industriel à la France, parce que tout l'argent part dans la conquête de l'Europe, et puis ensuite il va perdre, son territoire va revenir quasiment à ce qu'il était de base, et ça va créer en Europe une espèce de ressentiment phénoménal pour la France, qui est très difficile à dépasser pendant des années, et il y a même des historiens qui défendent le fait que c'est de cette politique expansionniste gigantesque que naît le fort sentiment de nationalisme allemand. Ah, c'est emmerdant ça. C'est-à-dire que concrètement, le bilan pour la France de Napoléon, il est pas ouf, le bilan pour l'Europe... Ah oui, parce que les Allemands, ils avaient déjà été humiliés à cette époque. Ça, tout l'imaginaire qui a commencé à se développer proto-nazi, là. À l'époque, on disait pas proto-nazi, comment on disait déjà non, pas théologie. Ah, c'était un terme, comment on appelle les trucs proto-nazis déjà, les gens? C'est théo quelque chose, il me semble. Théo au sens de théos... Pan-germanique. Ouais, il y a pan-germanique, mais il y a un autre terme. La théosophie. Théosophique. Voilà, c'est ça. De Napoléon, il est pas ouf. Les sociétés théosophiques, il me semble que c'est ça. Hein. Jamais on peut parler de ce contexte du coup. Bah, en fait, les sociétés théosophiques, c'est elles, par exemple, qui amènent tout l'imaginaire autour des Ariens. De l'arianisme. Rappel, l'arianisme, c'était les Ariens, l'arianisme, c'était un courant qui a cohabité avec la chrétienté. Et du coup, tout cet imaginaire-là, c'était beaucoup d'Allemands, en fait. À l'époque, justement, je parlais des Francaliens, de la christianisation de l'Europe et tout ça. Il y avait les Ariens, et lors d'un concile, globalement, ils ont été condamnés, et ça a fini par disparaître par la force aussi. Et donc, cet imaginaire de l'arianisme est venu au travers des sociétés théosophiques. Et le nazisme a été une branche de ça. Il y a d'autres branches aux sociétés théosophiques. Notamment, une des branches, c'est... comment ça s'appelle déjà? Merde. La secte, là. Les gens, la secte qui détient la marque Velleda, l'anthroposophie, voilà. Les anthroposophes. Je sais pas si vous êtes au courant, les gens, mais une secte qui est assez répandue, qui est difficilement qualifiée comme secte parce qu'elle est assez importante, elle a beaucoup d'argent, et globalement, elle est assez insidieuse. Ça veut dire que c'est pas non plus une secte qui a envie que les gens se suicident en collectif dans une cave. C'est plus une secte très capitaliste et pas si dangereuse que ça dans les faits, mais ça reste une secte. Et du point de vue idéologique, ça a des liens avec la pensée arienne et tout ça, quoi. Steiner, ouais. Rudolf Steiner, ouais. Oui, quand vous entendez parler des écoles Steiner, c'est les anthroposophes. Et du coup, vous le saurez, mais en pharmacie, quand vous voyez des produits Velleda ou Dr Oetker, c'est des produits anthroposophiques. Bilan pour l'humanité, bon, je vais quand même en parler de l'esclavage, il est pas ouf, mais on s'en fout parce que l'histoire qu'on se raconte, c'est pas celle-là. C'est l'histoire d'un petit caporal qui réussit à monter les échelons et qui transforme une république balbutiante en un empire conquérant, et ça sous le drapeau français en étant patriote. Désolé de trouver ça un peu curieux, mais moi personnellement, si je dois retenir un truc qui fait briller la France, qui fait que je suis heureux de faire partie de cette histoire collective, c'est parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme, on est perçu comme ça dans le monde entier. Et ça me viendrait pas à l'idée, pour revendiquer la grandeur de la France, de prendre un mec qui a détruit tous les acquis de la Révolution en l'espace d'une quinzaine d'années, quitte à faire tuer 2 millions de gens qui sont pas du tout consentants, et en les appelant au tirage au sort. Moi, je trouve que c'est presque du mépris. Moi, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Quand les droitards, ils ont besoin d'aller chercher Napoléon pour être fiers de la France, mais ça veut dire qu'ils ont du mépris pour la vie quotidienne des gens, en fait. Ils ont du mépris pour le fait que ce qui fait la France, c'est aussi tous les gens qui vivent dans un petit village, dans une petite ville, qui ont leur culture, leur tradition culinaire, qui ont leurs petits monuments, qui ont leurs paysages, leurs forêts, là où leurs ancêtres ont été faire des balades. Enfin, c'est ça la France. C'est le peuple, c'est son peuple. Pourquoi avoir besoin d'aller chercher des grandes figures comme ça, quoi? D'un moment, genre, sois fier de ton local, en fait. Sois fier de ce qui est à côté de chez toi.
pourquoi t'as besoin de bander sur Napoléon? Alors que globalement, tu peux juste être heureux de savoir que ta grand-mère, il y a 100 ans, elle traversait la même rue que toi. C'est une fierté, ça. C'est une fierté de se dire qu'on grandit là où... Enfin, voilà, hein, force à vous si c'est pas le cas, hein, mais c'est un peu une fierté de se dire, waouh, de génération en génération, on a vécu ici, c'est stylé un peu. Enfin, oui. En fait, ce genre d'exemple révèle, au sens chimique le plus pur du terme, que l'extrême droite, en vrai, les Français, c'est pas son sujet. La France, peut-être. Une France très bourgeoise, très hors sol, très Stéphane Bern. Probablement. Mais les Français, l'histoire au sens de ce qu'elle est réellement, c'est pas le sujet, en fait. Je vais reparler un petit peu d'Éric Zemmour parce que c'est celui qui revendique le plus le fait de parler de l'histoire. Il a un rapport au passé de la France qui est extrêmement opportuniste. On l'a vu tout à l'heure avec Napoléon, hein, peu importe s'il doit un peu tordre l'histoire pour pouvoir développer un narratif, tant que ce que ça représente lui plaît, cet attachement de façade à l'histoire, c'est en fait prendre des petits éléments par-ci par-là pour mettre en valeur son récit. Ça se ressent d'ailleurs particulièrement quand il parle de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif, c'est de faire se rencontrer les romans nationaux de la droite et de l'extrême droite. Depuis Vichy, les droites françaises sont séparées en deux. Il y a d'un côté la droite, de l'autre côté l'extrême droite. Le but de Zemmour, c'est de faire sauter le verrou en disant on assume tout l'héritage de toutes les droites parce que en fait Vichy, c'était pas ce qu'on vous a dit. Donc c'est aussi politiquement très très calculé pour faire l'union des droites et de l'extrême droite. Ah, ça fonctionne un peu. Hein. Maintenant, bon, l'histoire, le problème, c'est qu'il y a Marine Le Pen. En soi, c'est sa plus grosse épine dans le pied, c'est qu'il y a le RN et que il y a déjà une structure qui fait le taf. Même s'il le fait peut-être pas aussi bien que lui. C'est ça qui est horrible, hein. C'est que Zemmour serait arrivé. Zemmour serait un candidat du RN, il serait plus efficace. Malheureusement, c'est pas le cas. Pertinent si on parle du socle idéologique de l'extrême droite. C'est sur ça que repose une bonne partie de leur storytelling. Maintenant, sur les mesures, toujours dans cette lignée de défense de la France, Zemmour a le côté bourgeois qui fait pas peur à Darmanin et Valls. Mais les gens, le RN, c'est bourgeois aussi. Elle vient d'où, Marine Le Pen? Elle vient du château de je sais plus quoi, là. Ah, quand même, un ennemi assez précis que l'extrême droite cible. Après, là, c'est des parvenus, les Le Pen. Il me semble que leur héritage, ça leur a été confié... Oui, le château de Montretout. Ça leur a été confié par un type, non? C'est ça l'histoire, non? C'est Papy Le Pen... avec ses idées de gros réac, a des projets, des visions politiques, et je crois qu'il y a un type qui lui file un héritage de zinzin, et il se retrouve avec le château de Montretout, c'est ça, non? Un ennemi assez précis que l'extrême droite... Abus de faiblesse sur un vieux réac, waouh. C'est ça, hein. Cible. Et là, évidemment, vous voyez très bien de quoi je suis en train d'essayer de parler. Si vous êtes élu présidente de la République dans 16 mois, quel sera votre premier désir? Maîtriser l'immigration. La vraie adhésion, elle repose sur la lutte contre cet ennemi quasiment diabolique que serait la figure de l'immigré qui vient pour détruire notre culture, pour imposer la sienne, pour nous grand remplacer, en fait. Cet argument est intéressant parce qu'il repose sur une biologisation, entre guillemets, du champ social. C'est-à-dire que ça devient un sujet de relever que telle ou telle personne a des origines, parce que ça aurait un rapport, et que c'est, de toute façon, toujours les mêmes qui mènent la vie dure aux Français, qui font souffrir la France de manière générale. Bon, voilà l'argumentaire un petit peu tel qu'il est déployé. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques liées à l'immigration, mais il y a ce ressenti. C'est pas pour rien non plus que la loi immigration a été aussi massivement soutenue par la population française, c'est pas pour rien que l'extrême droite est globalement en hausse. Il y a effectivement en France un sentiment que l'immigration fait beaucoup plus de mal que de bien au pays. Et c'est une thèse qui s'appuie sur deux choses. Déjà, le peu de statistiques qu'on peut avoir, donc notamment la population carcérale, et le traitement de l'actualité, la manière dont sont relayés les faits divers. Bah, il n'y a pas que ça, en fait. Moi, je suis d'accord pour dire que l'immigration, dans les conditions actuelles, peut poser des problèmes et empirer la situation. Mais c'est précisément parce qu'on ne fait rien du côté social, en fait. Vu que c'est déjà la merde, bah oui, effectivement, t'as des gars qui débarquent et qui se rendent compte que c'est la merde. Et que globalement, ils vont pas se faire aider. Enfin, je veux dire, même la pipeline qui peut finir à base de vie de SDF, délinquance, non-alphabétisation, on connaît pas la langue du pays. Ah oui, évidemment, mais le problème c'est que dans ce cas-là, les responsables, c'est pas les migrants. Globalement, c'est la situation sociale qui n'évolue pas, donc c'est la politique et les propriétaires, quoi. Maintenant, ce peu... Oui, voilà, ne parlons pas d'immigration, mais d'accueil, je suis d'accord. Ces données-là, bah, finalement, elles sont assez facilement contestables, en fait.
La surreprésentation des personnes étrangères dans la population carcérale, il y a plein de phénomènes croisés qui l'expliquent. Déjà, la mise sous suspicion basée sur des fondements racistes, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la police, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis de manière générale, le lien entre immigration et pauvreté, et entre pauvreté et délinquance. C'est des loupes grossissantes qui font qu'il peut y avoir plus de délinquance en fonction de l'origine, mais plus pour des raisons sociales que des raisons ethniques, évidemment. Et puis, de toute façon, quand il se passe des choses, les condamnations sont plus lourdes en raison de biais qui, eux aussi, sont largement documentés. Ensuite, sur la perception qu'on en a, c'est extrêmement simple. Qui a tiré une conclusion politique sur l'insécurité à partir de Xavier Dupont de Ligonnès ? Je connais personne. C'est des gosses qui jouent sur les tourniquets, c'est pas à Bobigny qu'habitait Michel Fourniret. Le traitement a été très simple, c'est un barbare, c'est un mème parce que c'est l'homme le plus recherché de France maintenant, mais c'est pas genre la preuve de quelque chose, c'est pas un fait social en fait. En revanche, Lola, Crépol, ça ce sont des faits qui ont été très... C'est vrai qu'on aurait pu prendre Fourniret et dire que globalement, tous les darons blancs, mutiques, classe moyenne qui se contentent d'avoir un métro boulot dodo, cachent le fait de pouvoir péter un câble et tuer toute leur famille parce qu'ils sont trop frustrés. Oui, on aurait pu dire ça. On aurait pu systématiser ça aussi. Traités comme des faits sociaux dans les médias, menant à tisser, soit directement, soit tacitement, un lien entre l'origine de la personne et ce qu'elle a fait. En plus, c'est facile à systémiser, des affaires de violence conjugale avec ce type d'homme-là, dans cette tranche d'âge-là, qui finit par tuer sa femme ou des choses comme ça. Il y en a, des histoires, il y en a. On aurait pu le systématiser aussi. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est juste un fils de pute. Le meurtrier de Lola, c'est un fils de pute qui prouve qu'il ne faut plus laisser rentrer personne en France. Et puis le dernier élément, assez clairement, c'est l'opportunisme avec lequel certains médias traitent la question. Par exemple, selon un sondage, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait de personnes d'origine étrangère. Je sais pas si vous le saviez, en tout cas si vous le savez pas... Attends, mais c'est des statistiques de quoi ça ? Par exemple... Parce que je crois, c'est pas autorisé ce type de statistiques, non ? Selon un sondage... Quel sondage ? Interstar Analyse, 2019. Mais en France, on n'a pas le droit, je crois, de faire ça. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait de personnes d'origine étrangère. Pas une stat ethnique, c'est une stat technique ça, non ? Étrangère. Je sais pas si vous le saviez. Sur l'origine, oui. Nationalité, on a le droit. L'ethnie, non. C'est la nationalité, ok. Ok. En tout cas, si vous le savez pas, sachez que le collectif Némésis fait tout pour que vous sachiez ça. C'est cette lecture systémique-là qu'ils vont adopter. Par contre, tout ce qui est viol intrafamilial, tout ce qui est emprise, tout ce qui est rapport de force aussi, rapport de domination, la question de la toute-puissance... C'est une folie, mais quand tu sais que 80% des viols, et même de l'inceste, c'est dans la famille, c'est dans la sphère très proche, c'est une folie, enfin, c'est une dinguerie statistiquement d'avoir tout ce discours sur... se contenter de parler du sujet en disant que c'est des Noirs et des Arabes qui te violent dans la rue, quoi. C'est dingue. De certains hommes. Moi, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur. Leur silence sur le reste. Parce qu'elle pourrait très bien être raciste et parler du reste aussi. 100% d'inceste dans la famille, oui. Oui, mais quand tu regardes les chiffres de la Civise, c'est plus compliqué. L'inceste, c'est aussi parfois des relations avec des très proches. Genre un ami de la famille qui est toujours là. Il y a un truc un peu d'inceste. Enfin, l'inceste, c'est un enfant sur 10. Ouais, quasiment. Quasiment. La manière dont ils s'en servent. C'est 160 000 enfants par an, il me semble. Ça, c'est pas leur sujet. En fait, ça a tout simplement le même fonctionnement, la même base que n'importe quelle théorie du complot. C'est-à-dire que dès qu'on nous met la graine dans la tête de nous dire « Eh, mais attends, c'est pas de la faute des étrangers », et qu'on commence à y penser, c'est parti, en fait. On est littéralement matrixé. Tout est lié à ça, et on se met à parler de l'immigration de la même manière que Dieudonné parle des personnes juives. Ça fonctionne comme n'importe quel conspirationnisme, et c'est un conspirationnisme qui est en train de devenir mainstream. Et si on veut lutter contre l'insécurité, ça va pas être suffisant en fait, de se concentrer sur ça. Par exemple, dans le collectif Némésis, on ne parle, comme je disais, jamais des questions de viol intrafamilial, parce que l'ennemi vient de l'extérieur. Donc tout ce pan des violences sexistes et sexuelles, toute cette analyse qui a été développée, qui a été redéveloppée. Et c'est ça qui me fait très peur, notamment avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, c'est qu'en fait l'extension de nos imaginaires racistes qui permettent de gérer une situation politique pour les grands propriétaires, pour les bourgeois, chez nous, dans nos frontières, cette extension de cet imaginaire
maintenant vient à justifier des projets à l'égard des États arabes et de la capacité à se dire « Ok, on les bute. Ok, on envahit l'Iran. Ok, c'est toute une population, mais vas-y, on bombarde. » Enfin, là, c'est ce qui me fait peur, c'est la porte ouverte à ce consentement occidental de ce type d'entreprise militaire, quoi. Au travers d'Israël et du soutien à Israël. Enfin, c'est ça qui... J'ai peur que ça s'amplifie. Et qui est, au-delà d'une analyse, le ressenti et le vécu d'une bonne partie des femmes victimes de ce genre de choses, il est complètement ignoré par l'extrême droite. Et ignoré pas par volonté, juste parce que c'est pas leur prisme. Et c'est pareil pour tout ce qui est tension en banlieue, violence, etc. Si on cherche pas à comprendre comment on en est arrivé là et qu'on se dit juste, bah de toute façon c'est de la faute de ces gens, ils ont une culture différente et leur culture est incompatible avec la nôtre, on ne règle pas le problème en fait. Pas du tout. On oublie que toutes les études montrent qu'il y a 120 fois plus d'homicides dans les quartiers pauvres que dans les autres quartiers. On refuse de voir ce que ça dit de la faillite de l'école. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est la société. Ça fait réfléchir. J'essaie pas d'excuser qui que ce soit, j'en ai rien à foutre, mais simplement, il va plus loin de 90% des gens de gauche. Bah franchement, ouais. Hein. Il parle à des droitards, faut pas l'oublier. Oui, bon, après, je pense qu'il y a pas mal de droitards qui sont partis de sa chaîne aussi. Fait de société, pour le coup, qui est que depuis des décennies, et ce malgré les risques que ça implique, des gens se tournent vers la délinquance, la grande délinquance. C'est un fait de société suffisamment intéressant pour qu'on se demande comment on en arrive à ce que ça devienne presque une solution de substitution pour ces gens. Oui, et puis c'est pas seulement un truc à plaindre. Rappelle Walter White, hein. Désolé, mais c'est dans l'humiliation du quotidien, c'est aussi un truc d'ego. Le grand banditisme, les projets de violence, projets de voler, enfin de récupérer un truc, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un frisson, c'est l'histoire d'avoir essayé de faire un truc de sa vie, quoi. De pas être juste resté les bras croisés. Et je sais pas, bref. Le problème, c'est le comprendre. Il y a de l'orgueil dans le fait de devenir un bandit, quoi. Et c'est pas reprendre les solutions qu'on essaye depuis des décennies et qui ne marchent pas. À ce compte-là, l'extrême droite fait exactement comme le pouvoir en place, c'est-à-dire mater la délinquance et une forme de désordre social par les gros muscles. Sauf que la réalité, c'est que quand t'as l'impression de te faire cracher dessus matin, midi et soir par le système et que t'as rien à perdre, c'est pas parce que les peines de prison augmentent de 5 ans ou que la police est hyper violente que tu vas reculer. Et d'ailleurs, au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais la rhétorique que je suis en train de décrire là, elle rappelle un peu ce que je disais il y a 10 minutes. Ce que je disais là sur le mépris de ceux qui sont en dessous dans la pyramide, cette forme d'élitisme là, qui se lit dans leur vision de l'histoire, ce mépris des prolétaires, des grèves. Finalement, elles se racontent un peu de la même manière qu'ils racontent leur xénophobie, leur rejet de l'immigration. Alors évidemment, hein, c'est pas la même ampleur, c'est pas le même systémisme. Bon, oui, d'où le pacte racial. Ça veut dire que, ayant conscience d'être dédouané de cette violence des bourgeois, des propriétaires, des patrons, et qu'elle se focalise à l'égard d'une population qui n'est pas eux, bah ils se sentent presque sauvés, en fait. C'est ça, le pacte. Ils se sentent sauvés de cette violence. Mais ils comprennent pas que cette violence, elle va pas disparaître. Le problème ne se réglera pas, quoi. En train de dire que tout est lié à la classe sociale, mais cette rhétorique est de la même teneur que la précédente. C'est toujours ce truc de ne pas... En fait, c'est ça. Moi, je dis que dans le côté pratique, ce qui permet à des gens de se dire que quand même être raciste, c'est pas si mal. Moi, je vois très bien le gars. Il est dans une petite PME. Son patron, c'est un peu un fils de pute. Mais il va au travail tous les jours parce qu'il a une famille. Et son patron, il est un peu raciste. Et habituellement, son patron, il peut pas le piffrer. Il le regarde pas en face parce qu'il sait que ce gars, c'est un connard, que c'est un peu intervenu, que lui, il trime, qu'il voit que son patron, il fout pas grand-chose. Mais il arrive à le regarder en face précisément parce qu'ils se mettent à partager le racisme. Ils se mettent à se consoler en se disant « Ah bah oui, hein, on a notre petite vie de merde là, on s'apprécie pas trop pour ces rapports de domination, même s'ils le formulent pas comme ça. Hein. C'est pas une classe pour soi, c'est une classe en soi. Mais ils se regardent en face parce qu'il y a le racisme. C'est ce qui fait qu'ils peuvent finir par boire des verres ensemble. Un ennemi commun, bah oui. Ça crée des liens, quoi. Il y a des liens d'être blanc, quand bien même on s'exploite. C'est bien. Défendre les pauvres, se mettre du côté des forts dans le rapport de force et ne pas régler le problème. Et là, encore plus forte raison, parce qu'on va quand même pas remettre en question tout notre modèle de société à cause de gens qui sont même pas français. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, c'est ouais, compromis de classe. Mais c'est ça qui est terrible avec Zemmour. C'est que Zemmour, finalement, c'est l'un de ceux qui formule le plus la conscience de toute cette stratégie.
Là où d'autres peuvent en avoir conscience, mais moi je pense que Marine Le Pen, c'est surtout une très bonne communicante, mais intellectuellement, dire qu'elle comprend tous les paramètres du jeu, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est non plus le profil. Par contre, Zemmour, ce fils de pute, il a conscience d'avoir toutes les cartes en main. Il voit la map, hein. Il n'y a pas de brouillard de guerre chez Zemmour. C'est ça qui est terrifiant avec ce gars. Il sait très très bien ce qu'il fait. On va pas commencer à rentrer dans le dialogue, à chercher des problèmes, etc. Non, c'est beaucoup plus simple de simplement reposer toute notre action sur le fait que de toute façon, c'est des sauvages, c'est dans leur culture, c'est pas à nous de régler ce problème, il est même pas soluble en fait. C'est effectivement beaucoup plus simple de se dire ça. Alors je dis pas, Moufette a dit Zemmour vision de jeu basée. Il dit qu'il a la vision de jeu, tout simplement. Alors que, on le sait très bien, en fait, ces discours-là, cet imaginaire-là, déjà ne règlent rien. Moi je suis désolé, Zemmour a plus fait pour le racisme en France que Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est contentée d'être candidate. Zemmour a forgé des imaginaires de passage en passage en passage à la télé, voire même Marine Le Pen, au sein de la sphère d'extrême droite, on peut lui reprocher de s'être laïté, en quelque sorte, de s'être adouci par rapport à son père, donc d'avoir enlevé une certaine violence aux imaginaires radicaux d'extrême droite, là où Zemmour n'a jamais fait ça. Zemmour a toujours embrasé les imaginaires. Zemmour est bien plus efficace pour l'extrême droite que Marine Le Pen. Contre cette population-là, ça marche pas en fait, hein, la remigration. Et la différence, c'est que comment tu vois le truc? Est-ce que la meilleure stratégie, c'est la dédiabolisation? Ou c'est le recrutement par... En fait, c'est les deux à la fois. C'est juste qu'ils font peut-être pas le même travail. Ils se complètent très bien. Oui, finalement, c'est ça, ils se complètent. Là où il y en a un pour radicaliser, il y a l'autre pour dédiaboliser. De toute façon, ça coûte des milliards et des milliards, c'est impossible de mettre ça en place. NPA et LFI. Bah ouais, mais le problème à gauche, c'est qu'on se tire trop dans les pattes. Et du coup, quand bien même ça pourrait être des stratégies communes, le problème c'est que, enfin bref, c'est complexe. C'est complexe. J'ai presque envie de dire, les nazis ont essayé, ils ont pas réussi, et puis fermer les frontières. Oui, LFI et les SOSDEM, c'est plus clair. Mais c'est moins réfléchi comme... Moi, je pense qu'à l'extrême droite, ils ont tout à fait conscience qu'ils fonctionnent les deux ensemble. Quand bien même ils peuvent ne pas se piffrer, ils ont conscience beaucoup plus de fonctionner ensemble. Le président parle de réarmement démographique. C'est parce que tout le monde sait qu'on a besoin de main-d'œuvre et qu'on a besoin de gens pour produire. Et ça tombe bien, il y a des gens qui viennent. Des gens qui ont quand même le courage de quitter tout ce qu'ils connaissent pour chercher des conditions de vie meilleures sous l'inspiration. Ah, ça me rappelle ce film, je l'ai vu avec Létard. Létard qui m'a dit « Waouh, il est trop bien, c'est le film de qui déjà? C'est un humoriste lui ?» De ce que représente. Et c'est un film où il joue son père. La France, ce que je disais tout à l'heure, le pays des droits de l'homme, etc. C'est des gens qui ont une capacité et une détermination phénoménale. Et nous, alors qu'on a besoin de plus de population, oui, Kairon, c'est ça. On va les renvoyer chez eux dans la précarité de ce qu'ils fuient pour quelque raison que ce soit, pour l'unique raison que nos cultures ne seraient pas compatibles. Parce que personne chez nous n'a eu le courage d'essayer de régler les problèmes qu'on voit aujourd'hui d'ascenseur social en panne, de pauvreté, de double peine, triple peine, de racisme systémique, etc. Il s'agirait de grandir. Et là où c'est extrêmement préoccupant, c'est que là on a raisonné un petit peu par l'absurde en faisant comme si, indépendamment de tout... Imaginez, on est dans une société, on a réglé ces problèmes-là. Quand il y a des immigrés qui débarquent, on est en mode « Ok, tu vas travailler, t'inquiète, c'est du taf. » Ils travaillent et... Miracle, les gens, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il se met à participer à l'économie. C'est une dinguerie ça, vous vous rendez compte? Il va dans des boutiques et il achète comme nous, il achète des choses. Et du coup, ce qu'il gagne, il le réutilise. Et du coup, il dilate notre économie. Et comme une grosse fer dans Agario, plus on a d'immigrés, plus on s'en sort. Morale, c'était réaliste. Mais si ça marche pas de faire ça, et que on continue à bourrer le crâne de tout le monde, avec de l'insécurité liée à la délinquance, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions. Il y aura de plus en plus de méfiance, il y aura vraiment deux clans, il y aura... On en est où pour les 350 subs? Franchement, ce mois-ci, c'est pas glorieux. Mais en fait, je me repose sur le fait que je sais que le mois de mai, ça va aller mieux. Là, pour l'instant, on est à 181 sur... Ah mais non, au mois d'avril, c'est bon. Oh, les gens! C'est déjà le cas, en fait.
C'est déjà le cas. Maintenant, la limite, elle est passée à 300 subs. Bah, vous savez quoi faire, hein. Mais pour l'instant, on est à 180. Les gens, prenez un abonnement individuel. On va essayer de faire un premier mois à 300, s'il vous plaît. C'est cool. Position frontale, en fait, il y aura tous les ingrédients pour une guerre civile. C'est littéralement une prophétie autoréalisatrice. En rentrant... T'as gagné 5 libéraux, t'as perdu 20 marxistes. Mais les gens... Genre... Les marxistes sont pas contre l'économie et le principe d'aller acheter dans un magasin des choses pour vivre. Merci Hugo Lemont. Merci. Ils sont pas contre ça en fait. Genre, ils sont pas contre ça en fait. Dans ce truc de théorie du complot. Merci Euphorie. Enfin, je veux dire, même durant l'URSS, il y avait des magasins et les gens, ils avaient de l'argent et ils allaient au magasin. Concentre-toi sur la vidéo. Oui, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions. Il y aura de plus en plus de méfiance, il y aura vraiment deux clans, il y aura une opposition frontale. En fait, il y aura tous les ingrédients pour une guerre civile. C'est littéralement une prophétie autoréalisatrice. En rentrant dans ce truc de théorie du complot, en ne cherchant même pas à régler le problème, en assumant que de toute façon, ces gens ne font pas partie de notre équipe, on crée les conditions de la guerre civile. Parce qu'on dit aux Français de souche, entre guillemets, de se méfier des immigrés, et parce que les immigrés, ils arrivent dans un terrain qui leur est complètement hostile. Les deux groupes sont mis sous tension, voilà. Démerdez-vous avec ça maintenant. À partir du moment où on a ces deux civilisations qui s'affrontent, ça ne peut que mal se terminer. Combat de civilisation qui risque pas de se freiner, parce que je vous rappelle que dans 50 ans, la moitié de la Terre est inhabitable. Donc va y avoir des déplacés climatiques. Imaginez-vous dans 200, 300, 400 ans, sur une autre planète, avec des êtres humains, je sais pas, dans des colonies spatiales ou je sais pas quoi. Et d'un coup, ils ouvrent un bouquin et ils disent, bon, alors effectivement, il y a eu plein de gens, ils se sont tués à une époque, mais ils se sont tués parce que, en gros, ils disaient que les Arabes, c'était une autre culture. Comment on va expliquer ça dans des centaines d'années? C'est tellement Golemont. Genre, c'est même pas, il y avait même pas les nazis ou quoi, non, il y avait juste... Et juste l'islam, quoi. Il va y avoir de l'immigration climatique, et cette immigration climatique, si elle est dans cette théorie du complot, ça va être un peu compliqué de vivre. Moi, j'appelle pas ça défendre le peuple. J'appelle ça créer la perception d'un problème, en se vantant constamment d'avoir le courage de le nommer, tout en ne proposant aucune solution au problème de qui que ce soit, parce que contre l'insécurité, l'autorité, ça marche pas, en fait. Voilà pourquoi je pense que c'était important de parler un petit peu de tout ça. Il n'y a aucune consistance dans la défense de la France, entre guillemets, qui est faite par l'extrême droite. Aucune proposition concrète, même si on oublie toute la morale qui baigne autour de ça. Et puis pour ce qui est de l'immigration, l'histoire nous montre très bien que on n'a pas le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble. Excellent mois d'avril à tous, rendez-vous le 17 mai. Ouais, il est de droite par contre, mais il est pas de droite les gens. Vous êtes bêtes ou quoi? Il a été de droite. Il a fait une vidéo pour le raconter. Il vient de faire une séance de